Bienvenue dans ce cours d'introduction à Python. Dans cette séance, on va explorer en petit 1 les décorateurs et les générateurs. Donc, en petit 2, on va voir les gestionnaires de contexte, donc comme context manager. Et en 3, on va essayer de voir les fonctions lambda et la programmation fonctionnelle, notamment avec l'utilisation des fonctions comme map, filter et reduce. Pour les décorateurs, donc essayons de voir c'est quoi un décorateur. Donc, les décorateurs peuvent être définis comme des fonctions qui modifient le comportement d'autres fonctions ou méthodes. Donc, si on est dans la programmation orientée objet avec la structure de classe qu'on a vu la séance précédente. Donc, ces décorateurs permettent d'ajouter des fonctionnalités à du code existant sans modifier sa structure. Donc, supposons, avant de regarder la fonction décorateur majuscule, supposons qu'on ait une fonction qui s'appelle saluer, donc la fonction qui est tout en bas. Donc la fonction saluer prend en entrée le nom de la personne qu'on veut saluer. On fait du formatage, donc avec le F, chaîne de caractères, voilà, on met bonjour et on met le nom. Donc ici, la fonction va retourner en fait cette chaîne, donc avec bonjour et le nom qui est donné en entrée. Donc par défaut, si on le fait, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Mais supposons qu'on voudrait rajouter une autre fonctionnalité, c'est-à-dire le nom qui est donné en entrée peut être écrit en minuscule ou bien en majuscule. Si notre objectif c'est d'avoir uniquement la sortie en majuscule, donc on peut utiliser une approche de décorateur sans pour autant modifier la fonction saluer. On rajoute juste cette représentation qui nous permet de passer de n'importe quelle entrée, donc minuscule ou majuscule, et on fait la transformation en majuscule. Donc, comment on va le faire? On va utiliser un décorateur avec la fonction qui est tout en haut. Donc, on définit une fonction def décorateur majuscule, donc qui prend en entrée une fonction, donc représentée ici par func. Et à l'intérieur, on peut définir une fonction qui va nous permettre de modifier un peu la structure ou bien la sortie de la fonction saluer, par exemple. Donc, le décorateur ici ne prend pas uniquement la fonction saluer, mais ça peut être n'importe quelle fonction qui retourne une scène de caractères. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On définit notre wrapper, donc qui va être une fonction qui prend en entrée wax et wwkax. Pourquoi ces deux représentations? Pourquoi ces deux entrées qu'on n'avait jamais vues jusque-là? Cela veut dire tout simplement, a priori, on ne connaît pas les paramètres de la fonction d'entrée, donc de func. On ne connaît pas a priori cette fonction prend quel paramètre. Donc ici, pour saluer, on connaît c'est uniquement nom, mais on peut avoir une autre fonction, par exemple, qui est remplacée par func et qui ne prend pas uniquement en entrée le nom, mais qui peut prendre nom, prénom, etc. Donc, vu qu'on ne connaît pas a priori le nombre de paramètres d'entrée de notre fonction func, donc il faut utiliser étoile axe et étoile wkax. Donc, je vais donner un petit exemple avant de continuer pour mieux illustrer ça. Supposons qu'on crée une fonction func, par exemple ici. On met étoile axe. Là, on fait print, donc une représentation simple de étoile axe. Donc, on peut appeler notre fonction func, par exemple, on lui donne un paramètre 2, par exemple. Essayons d'afficher pour voir le résultat à la sortie. Donc, ça prend un peu de temps si c'est la première exécution. Voilà. Donc là, on a 2. Donc, on a comme sortie 2 avec le... Pour moi, je ne mets pas étoile axe, mais je vais mettre juste axe. Donc, on a 2. Donc, l'entrée ici qui est représentée sous forme de tuple. Donc, je peux rajouter d'autres informations, par exemple 3. Donc, j'aurai encore un tuple en sortie avec l'axe. Je peux mettre, voilà, John, par exemple, une chaîne de caractères. Donc, voilà. Donc, axe, c'est tout simplement pour dire que l'ensemble des entrées qui seront données vont être représentées sous forme de tuple. On peut utiliser étoile, étoile, kax, kwax, par exemple. Donc là, l'objectif, ça va être quoi? Si on utilise l'étoile kwax, c'est pour dire que les paramètres d'entrée de la fonction
on va leur donner un nom. Par exemple, on dit A égale 2, par exemple, ou bien je prends prénom égale John. Par exemple, je mets âge est égal à 20. Donc, on a cette représentation, c'est-à-dire on ne donne pas directement les paramètres d'entrée voilà, avec la représentation simple, comme on avait donné avec 1, 2 ou bien John et 20. Là, on va donner le nom de chaque paramètre. Donc, ici, on met prénom et âge. Et là, on aura la représentation sous forme de dictionnaire. On n'aura pas de tuple, mais un dictionnaire. Donc, si on regarde, là, on se retrouve avec un dictionnaire avec le cas de WArgs. Donc, c'est pour préparer un peu le wrapper. Donc, on va se dire que func peut prendre des paramètres simples, donc comme avec la première représentation. Si on ne met pas de prénom et d'âge, donc ça va se faire avec le args s, donc comme ici. Si on enlève, là on est sur la première représentation, donc les variables vont être stockées sur args s. Donc ici on peut enlever, voilà. Donc là on aura des tuples. Si, voilà, là je mets étoile. Donc, si je donne cette représentation, donc on aura des tuples. Et si je change la représentation sous forme de prénom et âge, donc là, l'entrée, ici, on va avoir un dictionnaire, donc KWArgs, donc je peux changer ici. Donc, on va avoir la représentation sous forme de dictionnaire, donc les informations vont être stockées ici. Donc, suivant l'entrée, les informations vont être stockées ici ou bien là, d'accord? Donc là, on a préparé notre wrapper. Et on appelle func, donc ici résulte de func, on met étoile arcs pour appeler la fonction, donc qui est donnée en entrée ici. Et on met à la fin return result.upper, donc là c'est juste pour dire transforme la chaîne de caractères en majuscule, donc c'est upper, d'accord? Là, on a fait la transformation nécessaire, donc on applique notre fonction et après on applique le upper et on retourne le wrapper à la fin, donc qui est aligné avec notre def wrapper. Donc, pour dire qu'on veut appliquer ce décorateur sur notre fonction saluer, il suffit juste de mettre arrobas décorateur majuscule, donc le nom de la fonction ici, qui est créé. D'accord? Et là, le résultat va être directement appliqué sur la représentation. Donc, si on met def saluer nom, return bonjour, on donne le nom. Ça ne va pas être le nom que l'utilisateur a donné en entrée qui va être appliqué, mais c'est le wrapper en fait qui va être utilisé. Donc la fonction saluer va être utilisée comme func, il va remplacer le func et result.upper va être appliqué, donc return wrapper pour avoir le résultat final. Donc ici, si vous regardez, j'ai donné Alice, donc même je vais remplacer, je mets la A en minuscule. Donc, j'ai donné en minuscule. Donc, si j'avais uniquement appliqué la fonction sans le décorateur, je vais avoir la sortie en minuscule. Donc, vous voyez Alice en minuscule. Donc, si j'applique le décorateur ici, là, vous constatez qu'on a le majuscule. Donc, le majuscule, on l'a obtenu pas avec la fonction saluer, mais en utilisant le décorateur. Donc, c'est ça en gros l'objectif des décorateurs et vous pouvez l'appliquer dans d'autres contextes beaucoup plus réel. Donc, on peut changer la sortie des fonctions, par exemple, voilà, en rajoutant d'autres couches supplémentaires. Donc, voilà un petit exercice. Donc, vous pouvez le faire pour voir si vous avez un peu compris la structure des décorateurs en Python. Donc, passons sur les générateurs. Donc, c'est quoi un générateur? Donc, un générateur est une fonction qui permet de créer des itérateurs. Donc, il produit une séquence de valeurs de manière paresseuse, on peut dire, donc lazy, une à la fois. Donc, suivant la structure du décorateur, donc du générateur, autant pour moi, il peut envoyer une séquence de données à la fois, pas toutes les données en même temps. Donc, ce qui permet une utilisation efficace de la mémoire. Donc, cette approche est très intéressante si on travaille sur l'IA, donc tout ce qui est deep learning, pour ne pas charger l'ensemble des données, donc qui est souvent trop lourde dans la mémoire. Donc, je parle de la RAM ici. Donc, mieux vaut utiliser l'approche des générateurs, ce qui permet de charger uniquement un batch de données, donc un ensemble de données dont le modèle aura besoin pour faire son entraînement. Parce que si on charge l'ensemble des données sur la RAM,
cela risque de le faire crasser. On n'a pas assez de ressources pour le faire. Donc, mieux vaut utiliser l'approche des générateurs. Et il y a des API comme Keras, TensorFlow par exemple, la bibliothèque PyTorch qui les gère très bien. Donc ici, on va voir cette représentation avec les générateurs, avec cette fonction. Donc on fait générateur Fibonacci, donc on essaie de simuler la fonction Fibonacci ici. Donc on initialise A et B, donc A qui est égal à 0 et B qui est égal à 1. Avec cette initialisation, c'est possible. Donc c'est la même chose de dire que A c'est égal à 0 et B c'est égal à 1. Donc c'est la même chose. D'accord? Donc, on a fait notre initialisation, on met while true. Et while true, si vous le voyez, c'est pour dire que ce sera une boucle infinie. Donc, il n'y a pas de condition d'arrêt parce que true est toujours vrai. Voilà. Donc, c'est toujours vrai, une tautologie ici. Donc, on va boucler infiniment. Et à chaque fois, la fonction va retourner, va faire un yield, donc pour envoyer le A. Donc, le A va changer au fur et à mesure voilà, qu'on fait la boucle. Donc, il renvoie le A. Donc, dans la première entrée, avec le while, le A va être égal à 0. Donc, on aura 0. Puis, le A va prendre la valeur de B, donc 1. Et le B va prendre la valeur de A plus B, donc 0 plus 1. Et à chaque fois, cette itération continue. Donc, les valeurs vont changer. Donc, si on appelle notre fonction générateur Fibonacci ici, on fait for, donc tirer, pour dire, voilà, j'ai pas besoin de récupérer l'élément en cours d'exécution. Donc, si on avait mis i, par exemple, il va prendre les valeurs de 0 à 9. Donc, range nous renvoie une liste. Donc, je n'en avais pas parlé, donc j'en profite. For i, une range de 10 print i. Donc, vous allez voir, vous allez avoir une liste de valeurs, donc de 0 à 9. Donc, 10 est exclu. C'est 10 valeurs parce que ça commence à partir de 0. D'accord? Donc là, on a notre boucle, donc jusqu'à 10. Vu que la fonction, elle est infinie parce qu'on a une boucle while. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'on va s'arrêter juste après 10 itérations. Et pour récupérer la valeur de A avec le yield, on fait tout simplement next de fib. Donc, on a appelé fib qui représente notre fonction. Si on fait next, on reçoit la valeur actuelle de A. Donc, au départ, A est égal à 0. On fait next, on récupère 0. Ensuite, on récupère 1, etc. Donc, avec l'application de cette instruction. Donc, si on exécute ce programme, là, vous pouvez voir, on a 0 d'abord, puis on a 1 encore, on a 2, 3, 5, etc. Donc, on reçoit uniquement l'information dont on a besoin de traiter. On ne charge pas toute l'information sur la mémoire. Donc, je parle de la RAM. Mais on prend juste les informations dont on a besoin, donc pour faire le traitement. Donc, cela peut être très intéressant et on va le voir plus dans les cours de Deep Learning lors des traitements de données massives. Donc, comme exercice, vous pouvez écrire un générateur qui s'appelle nombre pair et qui génère des nombres pairs jusqu'à une limite spécifiée, donc avec une boucle par exemple. Donc, après avoir compris un peu la structure des décorateurs et des générateurs en Python, essayons de voir le gestionnaire de contexte, donc le context manager. Donc, le gestionnaire de contexte peut être défini comme un objet qui génère automatiquement des ressources grâce à l'instruction with. Donc, comme on a vu avec l'ouverture des fichiers, ils permettent d'assurer que les ressources sont bien initialisées et libérées, même en cas d'erreur. Donc, on avait vu avec les fichiers, on avait la possibilité d'utiliser la fonction open, donc pour ouvrir soit en mode écriture ou bien en mode lecture. Mais si on ouvre avec open, il faudra faire un close à la fin, donc pour fermer le fichier. Donc, si on veut éviter, voilà, parfois il peut y avoir des problèmes de manipulation et il y a crash de notre code, le fichier n'a pas été bien fermé dans ce cas. Donc, pour éviter ce problème, il faut utiliser des gestionnaires de contexte comme with par exemple, on l'avait vu. Donc, l'instruction with, elle simplifie la gestion des ressources comme les fichiers, donc comme je viens de dire. Et comment on l'utilise avec les fichiers? On fait with open, voilà, exemple.txt. On lit avec le R, donc on ouvre le fichier en mode lecture. As fichier, on a notre descripteur. Et ce descripteur peut être utilisé pour faire l'ensemble des manipulations, donc en mode lecture, bien sûr, sur le fichier. Donc, fichier.read, par exemple, et on affiche le contenu.
Si le fichier existe, bien sûr. Si ça n'existe pas, ça crée une erreur. Comme ici, je n'ai pas créé exemple.txt. Si je l'exécute, il y aura une erreur parce que le fichier n'existe pas. Donc, il faudra le créer d'abord. Donc, on a d'autres types d'exemples. On peut nous-mêmes créer nos propres gestionnaires de contexte, donc en utilisant voilà, l'approche de la programmation orientée objet, en définissant ces méthodes spéciales, donc qui est enter et exit, qui ont un peu la représentation de notre constructeur qu'on avait vu avec le init. Donc, le enter, il initialise et retourne la ressource. Donc, initialisation, il retourne la ressource qu'on va manipuler et exit pour nettoyer et voilà, faire tout ce qui est libération aussi des ressources. Donc, supposons qu'on crée notre classe gestionnaire fichier, donc pour simuler un peu le WIF. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on peut définir le nom du fichier. Donc, on crée notre attribut. Donc, ici, on a défini notre constructeur qui prend en entrée le nom du fichier et le mode. Donc, on crée ces attributs. Après, on met un enter, donc pour dire, voilà, l'entrée, on initialise et retourne la ressource, donc le descripteur du fichier. Donc ici, self.fichier open, donc on ouvre le fichier selon le mode donné par l'utilisateur. Donc, il peut donner écriture ou bien lecture. On fait exit ici, donc pour libérer les ressources, donc en cas d'erreur ou bien si l'utilisateur a fini de faire l'ensemble des exécutions. Donc là, comment on va l'appeler? Donc, on peut faire notre WIF ici, gestionnaire fichier, voilà, exemple.txt W. Donc, le W ici, on ouvre un fichier en mode écriture. Donc, on va le créer, on crée ce fichier. Donc, si le fichier existe déjà, il faut faire attention, il peut l'écraser. Donc, mieux vaut utiliser l'append comme j'en avais parlé sur les fichiers. Donc, as fichier, donc là, on vient d'initialiser d'abord avec le init et d'appeler le enter qui nous permet d'obtenir notre descripteur du fichier, donc fichier. On peut utiliser fichier pour mettre write bonjour monde, voilà, une petite phrase. Donc là, si on exécute, tout s'est bien passé, donc on peut ouvrir pour voir est-ce que le fichier a été bien créé. Voilà. Voilà, on a notre fichier exemple.txt et vous voyez bonjour monde qui est représenté sur le fichier. Donc ça, c'est un exemple simple. Donc, des exemples utiles, cela peut être gérer des connexions à une base de données, par exemple. On peut utiliser cette approche. Donc, on va voir les bases de données un peu plus loin sur ces séances. On peut manipuler des fichiers volumineux sans fuite de mémoire avec cette approche, ou bien mesurer la durée d'exécution d'un bloc de code, par exemple. Donc, surtout intéressant en IA. Donc, pour un exercice pratique, vous pouvez créer un gestionnaire de contexte appelé gestionnaire log qui enregistre l'heure de début et de fin d'un bloc de code dans un fichier log.txt. Donc, avec cette représentation-là, j'ai un peu donné la solution, mais vous pouvez utiliser une autre approche pour voir. Donc là, vous pouvez utiliser time, vous l'importez, donc le module time, et à partir de là, vous aurez un ensemble de fonctions qui sont disponibles pour manipuler les dates. Donc, en fait, pour la programmation fonctionnelle, ici avec les fonctions lambda. Donc, essayons de voir d'abord les fonctions lambda, c'est quoi? Donc, les fonctions lambda, il y a le nom fonction qui intervient. Ce sont des fonctions anonymes, donc en une seule ligne. Elles sont utiles pour des opérations simples et rapides. Donc, si on veut créer des fonctions avec peu d'instructions, donc on peut utiliser des fonctions lambda qui simplifient vraiment le code. Et comment ça se fait? On utilise le mot-clé lambda. On met x, donc ici c'est notre entrée, il n'y a qu'une seule entrée. On met x carré, donc ici c'est pour transformer toute entrée au carré, donc c'est pour avoir un nombre qu'on élève au carré. Voilà. Donc on a un nombre, notre objectif c'est de l'élever au carré, on peut utiliser cette approche. Donc le nombre c'est l'entrée ici x, donc multiplier pour dire voilà la puissance 2. Donc, si on utilise cette représentation, on fait carré de 5, là on obtient 25. Voilà. Donc, on a défini notre fonction lambda ici qui élève tout nombre au carré. Donc, on peut avoir des fonctions d'ordre supérieur. Par exemple, Python offre des fonctions qui prennent d'autres fonctions en argument, facilitant la programmation fonctionnelle, donc notamment avec l'utilisation des fonctions comme map, filter et reduce. Donc, map
qui applique une fonction à chaque élément d'une séquence. Donc, il fait la transformation sur chaque élément. Supposons qu'on ait une liste et qu'on voudrait élever au carré chaque élément de notre liste, on peut utiliser map. Filter qui applique un filtre. Donc, supposons qu'on voudrait sur la liste sélectionner uniquement les éléments pairs. Donc, on peut appliquer filter. Donc, il exclut les éléments impairs et garde les éléments pairs. Et reduce qui permet d'agréger les éléments d'une séquence. Par exemple, on peut faire la somme avec. Donc ici, si vous regardez bien, on a un nombre qui représente une séquence d'éléments, donc une liste ici, une collection d'éléments de 1 à 4. Donc on peut faire map lambda, on utilise la fonction lambda qui prend en entrée x, donc il va prendre élément par élément, 1, 2, 3 et 4. Donc à chaque fois, il élève au carré, et voilà, là, nombre, c'est notre liste, donc qui est définie ici. Donc à chaque fois, c'est cette fonction qui va être appliquée avec map. Donc, si on exécute, on aura bien évidemment 1, 4, 9 et 16. Pour filter, on peut appliquer le modulo ici, donc 2, pour voir si le reste de la division est égal à 0, donc le nombre est pair avec 2. Sinon, c'est impair. Donc, on garde uniquement les éléments qui vérifient cette condition. Et enfin, avec reduce, on peut l'utiliser pour x, y. Donc, on a deux éléments. On applique x plus y. Donc, cela va se faire sur l'ensemble des éléments. Donc, ça se fait sur 1 plus 2, c'est égal à 3. Après, 3 plus 3 égale 6. Et 6 plus 4, ça donne 10. Donc, si on exécute, on a cette représentation. Voilà. Donc, on peut l'utiliser pour calculer la somme des carrés des nombres pairs. Donc, de manière très simple. Donc, on applique reduce donc, pour faire la somme finale. Et avant reduce, donc somme des carrés de nombres pairs, qu'est-ce qu'on va faire? On applique le filtre d'abord, donc il faut filtrer ces nombres, donc avec le modulo 2. Après le filtre, c'est la map qui va être appliquée sur le résultat, sur la sortie du filtre. Donc le map qui est appliqué, donc qui élève au carré, et après avoir élevé au carré, on applique le résultat ou bien la sortie du map sur reduce, donc reduce qui fait la somme finale et on se retrouve avec 20. Donc, un exercice pratique, ça peut être la création d'une fonction qui utilise map, filter et reduce pour calculer la somme des cubes des nombres impairs d'une liste. Donc, voilà, vous pouvez essayer pour voir si vous avez un peu compris le principe aussi. Donc, la prochaine séance va s'intituler Introduction à NumPy. Donc, on va essayer de voir la bibliothèque NumPy qui est très intéressante pour faire des calculs. Voilà, tout ce qui est représentation matricielle et des calculs qui concernent les matrices. Donc, merci pour votre attention.